Je vous propose maintenant de passer à notre séquence table ronde qui va être articulée cet après-midi autour de la thématique suivante: incertitude et transformation au sein de la fonction publique. Quelles opportunités, quelle posture managériale favoriser et quelles qualités développer? Donc on a un très beau panel d'intervenants cet après-midi, qui est composé de 4 personnes qui sont en première ligne, face à la transformation de la fonction publique et à ses incertitudes, pardon. Caroline Gardette, qu'on vient de voir apparaître à l'écran, donc qui est, chef du service des ressources humaines au ministère de la Culture. Sylvie Siferman, qui est secrétaire générale adjointe pour les affaires régionales et européennes, et Samira Alioum, directrice de la plateforme régionale RH, qui sont toutes deux dans la région Grand Est. Et puis Indati Simpara, qu'on vient de voir apparaître également, qui est directrice régionale déléguée aux droits des femmes et à l'égalité au sein de la préfecture de région de Hauts-de-France, et qui interviendra aujourd'hui au titre de son investissement au sein de l'association L'Accordé, qui est une association qui promeut la diversité au sein de la fonction publique. Mesdames, un grand merci pour votre participation à cette table ronde. Ce que je vous propose, c'est de commencer en présentant chacune votre contexte d'intervention qui témoigne chacun à sa manière des mutations qui sont en cours au sein des différentes fonctions publiques et notamment pour les équipes managériales. Alors j'utilise le terme de mutation. Alors c'est un terme qui nous a été proposé par Caroline Gardette lors de nos échanges préparatoires parce que pour vous, c'est plus approprié que le terme de transformation. Donc, je vous propose de commencer, de prendre la parole en premier et de nous indiquer pourquoi est-ce que de votre point de vue, on parle plus de mutation que de transformation, et puis de présenter les transformations qui sont en cours au sein du ministère de la Culture. Madame Gardette, malheureusement, on ne vous entend pas. Donc, ce que je vous propose, c'est de commencer avec Madame Siferman et Madame Allium, et que vous nous partagiez les transformations en cours au sein de la région Grand Est, en particulier au niveau du SGAR que vous avez vécu, et nous partager cette expérience et vos convictions. Oui, bonjour, est-ce que vous nous entendez bien? On vous entend bien. Très bien. Donc, je vous présente Samira Alioum à côté de moi, donc la directrice de la PFRH, la plateforme régionale de ressources humaines, du SGAR, Grand Est, et moi-même, secrétaire générale adjointe. Donc, Samira va vous présenter la région, on va vous faire une photo, puisqu'on est dans une région XXL qui a été créée donc, par la fusion de 3 ex-régions. Et moi-même, je suis arrivée que le 2 juin 2020, donc je vous parlerai plutôt de l'actualité et elle va vous faire un petit historique. Absolument. Donc, on va parler à deux voix derrière nos masques. Vous l'aurez compris, nous sommes dans la même salle et donc nous respectons les règles sanitaires. Alors, concernant la fusion de notre région, peut-être en propos liminaire de rappeler qu'il s'agit d'une fusion qui concerne 3 anciennes régions, Alsace, Lorraine et Champagne-Ardenne, qui a donné naissance à la région Grand Est que vous connaissez aujourd'hui, qui est une région très particulière puisque c'est une région qui fait à peu près 2 fois la taille de la Belgique, un peu plus de 57 000 km², et qui est la seule région de France à détenir 4 frontières. La réforme administrative de l'État a généré un certain nombre de fusions au niveau régional qui a fait passer un certain nombre d'administrations au nombre de 5 directions régionales principales dans le cadre de l'administration territoriale de l'État, avec 10 préfectures de départements à leur côté et 22 directions départementales interministérielles, avec une particularité et une apparition d'une nouvelle forme d'organisation du travail, qui est le management en site distant et en multisite, qui s'est largement développé avec l'apparition de cette nouvelle grande région, qui comporte un peu plus de 7 200 agents dans le périmètre ATE, mais si l'on compte l'ensemble de nos fonctionnaires et agents publics des 3 versants de la fonction publique au sein de notre région, nous sommes un peu plus de 420 000 fonctionnaires agents publics. Alors, 3 enjeux managériaux principaux au sein de cette nouvelle région. D'abord, et on l'a dit et on l'a entendu à plusieurs reprises, la nécessité de consolider cette nouvelle organisation en termes de sens d'abord, parce qu'il a été important de travailler sur le sens du service public, de rappeler les fondamentaux, l'intérêt général, parce que
dans une organisation en restructuration, il est important de revenir tout simplement aux fondamentaux. Autre élément, la construction d'une administration et d'une culture commune, essentielle, puisqu'on s'est rendu compte dans le cadre de la fusion que nous avons finalement fait cohabiter de nouvelles cultures administratives, ministérielles ensemble et de nouvelles cultures territoriales au sein d'une nouvelle région. Deuxième enjeu, l'accompagnement des transformations internes, puisqu'avec la construction de cette nouvelle région est apparue une forte demande des managers en matière d'accompagnement de ces transformations. Et de ce point de vue-là, eh bien, le SGAR et la PFRH à ses côtés se sont véritablement positionnés en sorte de coach du changement auprès des managers. Et enfin, dernier enjeu managérial qu'on appellera potentiel organisationnel et humain, ou plutôt comment les faire émerger. Ces questions qui ont conduit à faire évoluer l'organisation que l'on connaissait initialement vers une organisation plus matricielle et collaborative, parce qu'il a fallu apprendre à travailler autrement en multisite, comme je le disais tout à l'heure, en s'appuyant notamment et essentiellement sur les managers intermédiaires. Alors à ce sujet, donc moi je suis arrivée le 2 juin 2020, donc à la sortie du premier confinement. Et je me suis bien rendu compte dans les fonctions qui sont les miennes que le périmètre régional, la région Grand Est, c'est en fait un grand paquebot très compliqué à manier. Et effectivement, dans le cadre de la démarche de transformation publique que nous avons engagée à partir de juillet 2020, dont on vous donnera les détails un peu plus tard, nous avons fait un focus sur le cadre intermédiaire, parce qu'on s'est rendu compte qu'il est situé en fait dans plusieurs couches hiérarchiques, souvent porte-parole d'ordre qui n'est pas toujours aisé à faire appliquer avec les équipes de terrain. Ces équipes de terrain qui font pression sur le cadre intermédiaire pour faire remonter bien sûr leurs demandes relayées à la hiérarchie, sans garantie de succès, de pouvoir infléchir la décision. Et en fait, il est entre le marteau et l'enclume, doublé de cette impossible autonomie qui est, on va dire, un sujet très classique que l'on retrouve dans les sciences du management et des organisations. À partir de là, donc à la sortie du confinement, on s'est rendu compte que nos cadres intermédiaires semblaient quand même en crise. Et ils l'ont exprimé, vous verrez, dans notre démonstration de la démarche qui a rassemblé plus d'une centaine d'agents. Ils ont vu leurs collègues en crise aussi sans savoir vraiment comment les aider pour une majorité d'eux. Et on voit bien que là, il y a une faiblesse structurelle des compétences managériales de nos cadres intermédiaires. Lors du confinement, il y a eu valorisation très médiatique des premiers de ligne, ce qui a conduit à des oppositions indirectes entre un travail qui serait utile par rapport à un travail qui serait moins utile, plus bureaucratique. On a pu avoir l'impression par ailleurs que dans certains services, l'absence de certains cadres n'empêchait pas l'activité de continuer. La prise de décision qui a été recentrée pendant le confinement et beaucoup plus directive les a aussi éloignés et écartés des circuits de décision ou de descente de l'information classique. Et ces cadres intermédiaires, pour certains d'entre eux, ont vraiment dû adopter des nouvelles postures vis-à-vis de leurs équipes, développer plus de liens, plus en soutien. On a également des constats structurels, la montée en charge des procédures de gestion, souvent dans une logique comptable et avec un sentiment d'abstraction du travail, de manque de sens qui rentre en conflit avec l'exercice du métier et le sens qu'ils véhiculent. Et les cadres contribuent aussi eux-mêmes à écrire ou à contrôler ces procédures. Les protocoles nombreux au sein d'une administration, avec cette formidable inflation avec le numérique, nous connaissons des chaînes interminables de mails avec de trop nombreux destinataires, des relectures, des ajustements et des validations à l'infini de documents. Bref, indirectement, le numérique a créé aussi des confusions entre micromanagement et management global. Tout directeur peut maintenant intervenir et avoir accès de loin sur un travail en cours. Le dernier élément structurel, c'est bien sûr la numérisation et l'automatisation des process que nous évoquons, qui permettent en fait de prendre en charge une partie des fonctions historiques qui étaient portées par ces cadres intermédiaires
Et cet accès instantané et suivi de données, de connaissances, de communication transforme bien sûr leurs fonctions qui étaient le contrôle, le relais, la communication et même l'expertise. Donc, nous avons souhaité aborder frontalement la question des cadres intermédiaires dans la perspective de la transformation globale que nous avons entrepris en région Grand Est, pour pouvoir explorer un nouveau positionnement au sein de l'organisation de ces cadres et les faire également être levier de la transformation, un peu en mode bottom-up. Et nous échangerons avec vous un peu plus loin dans le webinaire sur comment nous l'avons fait concrètement. Tout à fait, vous allez nous détailler ensuite la démarche, assez innovante, que vous avez engagée, pour, répondre à ces enjeux. Madame Simpara, donc vous êtes, présente aujourd'hui au titre de votre investissement au sein de l'association L'Accordé. On a parlé des transformations, structurelles de la fonction publique en termes d'organisation, de rôle du management. Il y a une des transformations, qui est, portée par une volonté politique, et que vous, promouvez au sein de l'association, c'est le développement d'une, plus grande diversité au sein des différentes fonctions publiques. Alors la diversité, c'est un terme vaste. Est-ce que vous pouvez nous préciser ce que vous entendez par diversité et nous présenter quelles sont les actions de l'association L'Accordé en la matière? Merci beaucoup. Alors, la diversité, c'est effectivement un concept assez large. Et on part du principe que c'est l'ensemble des personnes qui diffèrent les unes des autres à cause et grâce à leur origine géographique, socioculturelle, leur orientation sexuelle, le genre, leurs conditions physiques, leur handicap, et donc tous ces critères de différenciation qu'on peut y mettre, mais qui appartiennent à une communauté nationale qui la fait vivre. Et donc, du coup, quand on parle de diversité, nous, à l'Accordé, on a souvent en ligne de mire la diversité sociale et territoriale. Mais on élargit parce que c'est assez important. Même l'enjeu de ce séminaire est d'inviter, quand la DGAFP invite des associations à témoigner et des entreprises, c'est faire preuve d'ouverture et de diversité. Et c'est des choses qu'on essaie de valoriser et de promouvoir au sein de l'Accordé. Donc, merci encore pour votre invitation. L'Accordé, en fait, est une association qui est née en 2016. Elle est le fruit d'une réflexion d'anciens élèves de CPI, de classe préparatoire intégrée à l'ENA, qui, une fois en poste, après leur passage au concours, se sont dit « mais moi, j'ai pu intégrer ce dispositif parce que j'étais au bon endroit au bon moment ». Et ils se sont dit « mais par rapport aux autres jeunes qui sont issus comme nous de milieux modestes ou populaires, on veut pouvoir donner cette chance à tout le monde. On veut promouvoir l'égalité des chances de manière concrète et en faire quelque chose de plus réel qu'une idée, qu'une notion qu'on peut avoir collectivement. » Donc, c'est ainsi que s'est créée cette association et elle est vraiment faite par des personnes qui ont eu, grâce à la fonction publique, une ascension sociale positive. Plusieurs aspects dans les interventions de l'Accordé. On fait des sensibilisations auprès de jeunes, et quand je dis jeunes, on est niveau lycée, collège, sur les métiers du service public en tant que métiers divers, qui permet l'enrichissement professionnel, personnel, qui permet d'avoir un métier qui a du sens. Donc, par exemple, la semaine dernière, nous étions dans un lycée en Seine-Saint-Denis. On a rencontré 15 étudiants lycéens de première et de terminale pour leur faire tomber les clichés de la fonction publique et pour leur dire, voilà, vous pouvez y aller, il y a des opportunités pour vous. On a une action qui est en lien aussi avec le suivi des étudiants qui vont entrer en classe préparatoire intégrée, avec du mentorat, du tutorat, de l'accompagnement tout au long de leur intégration dans cette CPI et du passage de concours. Et un troisième volet qui est plus divers, qui est sur la sensibilisation des acteurs publics, des managers, de la DGAFP, de tous les acteurs qui œuvrent dans le service public et pour le service public sur la nécessité d'intégrer la diversité. Comme je vous disais, on part de nos expériences un peu personnelles au niveau de de l'Accordé pour créer des actions. Et par exemple, moi, je suis issue de l'Avesnois, un arrondissement dans le département du Nord qui est qu'on considère comme un territoire parfois sinistré, pour développer un programme qui s'appelle Ose la fonction publique et qui s'adresse aux personnes éloignées de l'emploi en territoire QPV ou en ruralité qui cherchent un emploi. Et on se dit, mais pourquoi pas la fonction publique, oser la fonction publique. Et donc, c'est un programme qui, en 6 sessions, va nous permettre de découvrir
les administrations de notre environnement, du coin, tout simplement, d'aller à la rencontre des personnes passionnées qui raconteront beaucoup mieux que nous, que dans un amphithéâtre ou dans une salle de réunion, les différents métiers, et inciter comme ça à entrer dans la fonction publique, soit par concours, soit par contrat. Voilà un petit peu le pitch Alors, de la fonction publique. bien sûr, développer la diversité, c'est un enjeu de société, hein, un enjeu de responsabilité sociale, mais ce que vous défendez, c'est que c'est aussi un enjeu de performance du service public, et c'est un point qui a été développé par la ministre dans son propos d'ouverture, et qui a été également repris par Olivier Lajousse. Est-ce que vous pouvez nous partager vos convictions sur le sujet, et en particulier dans ces périodes d'incertitude, en quoi la diversité peut permettre au service public d'être plus efficace? Oui, merci beaucoup à Olivier Lajousse d'en avoir parlé. Il en a très, très bien parlé. Effectivement, la diversité, elle est importante parce que notre société, elle est diverse. Et on a un souci de défiance en ce moment de la fonction publique et du pouvoir public en général. Mais on estime que cette défiance, elle peut être diminuée si on a une fonction publique qui ressemble à la société, par sa diversité, par ses origines différentes, par ses territoires différents et par plein d'aspects. Et donc, l'intégrer la diversité, c'est mettre en place des politiques publiques également qui ressemblent et qui visent au plus juste. On prend un exemple, le premier confinement a obligé l'éducation nationale à réfléchir à l'enseignement à distance. Quand on est issu de milieux populaires où un ordinateur, c'est déjà presque un luxe d'avoir un ordinateur à la maison, mais qu'il y a des frères et sœurs, comment suivre un enseignement de qualité et de manière assidue quand on doit se partager un ordinateur à plusieurs et qu'on n'a pas les moyens d'acheter une tablette, d'acheter autre chose. La crise n'a pas permis le temps de la concertation de manière globale, il fallait prendre des décisions, ça c'est sûr. Mais avoir ces petits aspects, ces petites attentions sur la réalité des concitoyens, des concitoyennes, c'est important pour mettre en place des politiques publiques qui ont du sens et qui nous semblent moins hors sol pour certaines personnes. Merci beaucoup. Alors, on reviendra vers vous après, Madame Simpara, pour voir comment est-ce que concrètement on peut accompagner les managers pour mieux accueillir cette diversité et mieux la valoriser. Et je pense que ça fonctionne pour Madame Gardet, donc je vais vous donner la parole. Allez-y, Est-ce on que vous vous écoute. m'entendez? Voilà, on vous entend. Parfait. Bon, Notre- écoutez, on a géré l'incertitude en direct tous D'accord. ensemble et on a réussi à s'adapter. Merci à toutes les intervenantes précédentes pour avoir accepté de prendre la parole un peu plus tôt que prévu. Et merci de m'avoir invité à cet échange. Donc, comme vous le disiez, moi, je préfère parler de mutation plutôt que de transformation parce qu'il me semble que beaucoup de choses, beaucoup de notre rapport à l'incertitude dépend de la façon dont on la voit. C'est-à-dire que, de mon point de vue, la certitude, la mutation, c'est notre quotidien. Donc, si on se représente comme cible un monde merveilleux où les choses sont posées une fois pour toutes et où on a les bonnes réponses à toutes les questions et où on sait de précisément atteindre ce qu'on va faire dans la journée, forcément, l'incertitude est quelque chose de terrible à vivre. Si on considère qu'on est dans des structures qui ont vocation à évoluer, avec des missions qui évoluent dans une société qui évolue, et que notre métier, c'est d'accompagner ces évolutions, on ne se représente pas la mutation, la transformation, l'incertitude de la même façon. Et je pense que c'est essentiel. Alors, le ministère de la Culture est un petit ministère très divers, à la fois en termes de métiers, de culture, d'agents, de grand nombre de structures de taille extrêmement différentes. Moi, comme je le dis très souvent, je recrute des jardiniers, des conservateurs du patrimoine ou des agents administratifs beaucoup plus classiques dans l'administration qui vont travailler au ministère, dans des établissements publics, des services déconcentrés, des services à compétences nationales. Et on fait pas le même métier quand on fait de la lisse, de la haute lisse, quand on fait de la basse lisse, ou quand on restaure des tableaux, quand on s'occupe de l'accueil des gens dans les musées, ou quand on s'occupe de politique culturelle. Donc on est sur un ministère dont le champ est très vaste, qui est extrêmement divers, et qui a peut-être une force qui est justement cette taille limitée et cette capacité à s'adapter.
il l'avait dans ses métiers, mais pas forcément dans sa culture administrative. Et moi, ça fait 2 ans et demi maintenant que je suis au ministère de la Culture, et il me semblait extrêmement important de sortir justement d'une logique de précaré, de la DRH ministérielle, c'est celle qui dit les règles et qui sait ce qu'il faut faire, à une culture de confiance, de fonctionnement en réseau, de service, et comme ça a été très bien dit par un des intervenants précédents, d'écoute et d'écoute des attentes de nos interlocuteurs. Et cette confiance, ce travail en réseau avec l'ensemble des interlocuteurs en matière de ressources humaines du ministère, mais aussi des établissements publics, des services déconcentrés, des services à compétence nationale, ces fondements-là, ils ont été posés avant la crise sanitaire et ils nous ont aidés à bien vivre cette crise qui a été l'occasion pour nous de renforcer ce travail. Et paradoxalement, une situation de grande incertitude, c'est effectivement, comme ça a aussi été dit, une très grande opportunité parce que c'est un moment où on est obligé tous de changer nos habitudes, de nous reposer des questions et c'est vraiment un moment où on peut faire des bougées dans les modes de faire et on peut les faire sans que personne se sente remis en question puisqu'on est de toute façon dans autre chose. Et puis après, on se rend compte que ça fonctionne et que donc il y a des choses que les uns ou les autres auraient forcément fortement défendues et puis qui se sont faites et puis le monde ne s'est pas effondré et au contraire on s'en trouve plutôt mieux. Donc moi ça m'a vraiment servi à faire passer ce côté, on se pose tous les mêmes questions, on essaye d'apporter des réponses en commun avec l'aide aussi de la fonction publique, et on fait circuler les réponses, les pratiques, les questions des uns vers les autres. Et dans une vision de la DRH ministérielle, plutôt comme d'un facilitateur, d'un accompagnant, de quelque chose qui fixe un cadre, mais un cadre au sein duquel il y a des grandes possibilités de trouver des places et de s'adapter aux situations locales, plutôt que comme quelque chose de beaucoup plus rigide et de beaucoup plus descendant. Et on est un des ministères qui télétravaille le plus, alors que beaucoup de nos postes ne sont pas télétravaillables. Et on le verra un peu plus tard, on a réussi à sortir de la crise sanitaire avec plutôt une confiance renouvelée dans le management, dans les circuits RH, avec un service des ressources humaines et globalement un ministère qui a fait beaucoup plus que ce dont il se pensait capable, je pense, au début. C'est-à-dire que si on nous avait dit en tout début d'année 2020 qu'on gérerait une crise sanitaire, la mise en œuvre de la loi de transformation publique, la transformation du ministère lui-même, et que finalement tout ça se passerait, et on se serait quand même, on aurait été quand même très très interrogatif. Et je crois que cette expérience, elle a donné confiance aux acteurs en eux-mêmes, et on a beaucoup plus confiance dans les autres quand on a aussi confiance en soi. Voilà, c'est. Merci, on reviendra effectivement par la suite sur les actions qui ont été mises en œuvre. Alors, du côté du SGAR Grand Est, vous évoquiez les enjeux du management, notamment du management intermédiaire. La crise a été pour vous un révélateur. Enfin, vous avez mené des retours d'expérience qui vous ont permis aussi d'enrichir ces constats. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Oui, alors effectivement, cette expérience du premier confinement, à la fois donc un choc et une adaptation, qui a quand même fait la démonstration de la preuve de la résilience de l'administration. On a eu une capacité extraordinaire de réorganisation avec, je dirais, une réaction à contre-courant de l'image cliché que l'on a généralement de l'administration. L'exercice a consisté à absorber ce choc sans que les fonctions vitales des différents services s'effondrent, avec une certaine improvisation créative qui a été portée par les services et les individus à côté de la gestion de crise dont les préfectures sont les experts et les plans de continuité d'activité. Le confinement, il a été vécu entre continuité et autonomie, donc il y avait 2 modalités de réinvention. Toute l'organisation a été traversée par une séparation entre les services et les activités à maintenir ou à inventer parfois. Je cite par exemple la gestion des masques. On s'est quand même trouvé comme gérant, on va dire, la pénurie et ensuite la distribution des 10 masques.
et ce de façon massive dans les rez-de-chaussée de préfecture et de sous-préfecture. Et puis d'autres tâches qui étaient devenues secondaires et certaines carrément qui étaient à l'arrêt. Il y a eu réinvention aussi pilotée de façon centralisée et descendante d'une part, et également diverses formes d'autonomie d'autre part. Donc, déconfinement. À partir de là, on s'est dit il faut qu'on tire les enseignements de cette crise parce que d'autres crises peuvent nous tomber dessus. Et la preuve, on est reparti en reconfinement quelques semaines plus tard. Et à ce sujet, donc, j'ai proposé à la préfète de région Grand Est vraiment une analyse, une fusée à 3 étages pour essayer de se projeter dans l'administration du futur, traversée par diverses crises. Donc, on a commencé par un retour d'expérience en demandant en fait à chaque administration du périmètre que Samira vous a développé, hein, donc les 10 préfectures, les 5 directions régionales, toutes les sous-préfectures et les 22 directions départementales interministérielles, de bien interroger au retour des agents, puisque ce retour s'est fait, on va dire, au fur et à mesure hein, sur les mois de juin, juillet, pour qu'il y ait ce fameux rétexte de comment avez-vous vécu la crise Covid. Ensuite, à partir du 15 juillet, et Samira va le détailler, nous avons lancé une grande enquête à distance sur le télétravail forcé, enfin le télétravail en situation de crise. Comment l'avez-vous vécu? Elle va vous en faire un petit retour. Et la troisième étape de la fusée, ce sont des ateliers de socio-design de services sur lesquels on pourra revenir, qui se sont déroulés sur 3 sites géographiques de la région Grand Est pour que un maximum d'agents puissent participer, quel que soit le lieu de sa base administrative. Samira, pour l'enquête télétravail. Merci Sylvie. En effet, en complément de ce qui vient d'être dit, vous avez là sous les yeux un zoom sur notre enquête régionale auprès de tous les services de l'État de la région qui a permis de réaliser le bilan de l'organisation des services durant le confinement et qui a permis de questionner les agents et les managers autour de leurs conditions matérielles pendant la période de crise, de leur ressenti, de leur vécu, des signaux faibles et de leurs besoins, mais également des impacts managériaux qui ont été les leurs, notamment sur la cohésion d'équipe, les difficultés, les points d'amélioration qu'ils ont pu identifier, et enfin, leur regard porté sur le télétravail durant cette période si particulière au cours de laquelle ils ont subi cette forme d'organisation du travail et qui pourtant a été largement plébiscitée dans le cadre de l'enquête. Alors, comme vous le voyez, très rapidement, puisque bien évidemment notre enquête est bien plus importante que cela, on va simplement vous faire un retour sur un taux de participation qui reste néanmoins important hein, dans ce type d'enquête, puisque un peu plus de 1270 agents ont répondu sur les 7200 que compte notre périmètre ATE. En plein été, à 15 juillet, 20 septembre. Hein. Tout à fait, il faut le souligner, pendant la période estivale de congé, alors même que les ministères réalisaient leur propre enquête en parallèle également. Ce sont principalement des cadres, dont 27% d'encadrants qui ont répondu à l'enquête, mais également des agents de catégorie B et C. Tous les services ont été largement impliqués et on a pu identifier, et je ferai essentiellement un focus là-dessus, sur les besoins des encadrants qui ont été assez demandeurs à la fois de formation, d'actions de sensibilisation, d'outils d'accompagnement, essentiellement tournés autour du télétravail. Pourquoi? Tout simplement parce que 80% d'entre eux ont clairement signifié leur souhait d'intégrer le télétravail comme nouveau mode d'organisation du travail durablement dans leur organisation à l'issue de la crise. Et donc, de ce fait, sont particulièrement demandeurs d'outils et de faire évoluer, de moderniser, pour reprendre leur thème,
leur mode managérial pour parvenir à une manière de manager davantage dans la confiance mutuelle et la responsabilisation, tout en gardant la proximité, le contact avec les équipes, en entretenant cette cohésion si difficile pour eux durant le confinement, tout en étant en capacité d'identifier les signaux faibles qui ont été également une difficulté pour eux durant la crise. Enfin, ils ont mis clairement en évidence leur besoin d'adapter leur mission à ce nouveau mode d'organisation en clarifiant les responsabilités de chacun dans ces nouveaux modes d'organisation du travail, en fixant clairement les règles du jeu et les méthodes de travail et de leur permettre de disposer d'outils fiables et faciles d'accès. Merci. Et c'est vrai que c'est les constats que vous dressez sur le caractère transformateur des pratiques de travail qu'a permis le premier confinement. Ces constats qui ont été partagés du côté du ministère de la Culture. Je trouve de la même façon une satisfaction importante des collaborateurs par rapport au télétravail. Mais ce que vous nous disiez aussi lors de nos échanges préparatoires, c'est que ça a permis d'accélérer le positionnement de la fonction RH dans une posture d'appui par rapport aux managers. Madame Bourriette, je vous laisse développer. Sur la mise en œuvre du télétravail, beaucoup de choses ont déjà été dites. Nous, simplement, on est passé du jour au lendemain pour l'administration centrale du ministère à une administration centrale tout simplement fermée, donc plus personne en présentiel, sauf un peu de maintenance informatique, et un accompagnement très, très fortement basé sur les managers de proximité. C'est-à-dire que on a beaucoup insisté et porté toute une grande attention à ce qu'il y ait des chaînes, il n'y ait pas de perte de lien, et il y a un lien maintenu interpersonnel, c'est-à-dire pas seulement avec des mails, pas seulement à travers de l'accomplissement de tâches entre les agents et leurs managers, pour qu'il reste du contact humain, pour que même ils se renforcent et qu'on sache dans cette période quand même compliquée, anxiogène, comment allaient les gens. Et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles la crise, le travail à distance, ce confinement a été, d'un point de vue professionnel, correctement vécu, alors même que le ministère a été très très fortement touché dans ses missions, puisque le secteur culturel est, comme vous le savez tous, en très grande crise, et y compris dans les fonctions de certains agents qui, quand on est agent d'accueil et surveillance d'un musée et que le musée est fermé, forcément c'est plus compliqué. Donc un accompagnement RH de grande proximité qui a été apprécié par les agents, et ils nous l'ont dit dans une enquête qu'on a fait auprès d'eux, avec un rôle clé de l'encadrement direct. Comme je l'ai dit, ça a aussi été l'occasion de passer des étapes. C'est que ça faisait plusieurs années qu'on avait du mal à faire décoller, entre guillemets, dans la formation à distance, et quelque part, on a profité du confinement pour déployer un grand nombre de formations à distance, des formations techniques, mais aussi des formations de management à distance qui ont été massivement suivies. Avec des thématiques importantes comme les postures à éviter, les risques de dérive dans le management à distance, comment les éviter, sur des formations assez courtes, un peu flash de 2-3 heures, qui sont du coup assez faciles à suivre, assez faciles à caser dans un agenda, qui ne dispensent pas de formations plus longues en présentiel ensuite, qui ont une vocation à être complémentaires, mais qui permettent de montrer aussi qu'on ne laisse pas les gens seuls, et qui permettent quand même de leur donner des clés comme ça. Et puis surtout, on s'est dit qu'il fallait qu'on se fasse confiance les uns aux autres, que c'était le manager qui savait, le métier qui savait, et qu'il fallait laisser des marges de manœuvre. Et c'est peut-être le petit point de différence que j'aurais par rapport à l'intervention précédente, c'est que moi, j'ai pas d'agents ou de managers qui sont en demande de règles. Ils sont plutôt, ce qu'ils ont apprécié dans cette période, c'est la capacité de s'organiser comme ils le souhaitaient, et la capacité de se dégager des marges de manœuvre. Et ça a montré que ça fonctionnait tout à fait bien, et qu'au contraire, ça fonctionnait à certains égards sans doute mieux.
Et donc, cette souplesse-là qu'on a gagnée pendant le confinement, on a souhaité la garder pendant le deuxième confinement avec un télétravail qui est vraiment organisé par les managers de proximité selon des modalités qui sont définies en fonction des structures, avec parfois un maintien du présentiel quand il faut assurer une permanence, d'autres fois des points de rendez-vous pour que les équipes puissent se retrouver. Et c'est ça qui fonctionne parce que c'est adapté aux enjeux techniques de chacune des structures. Et je crois que se dire que c'est celui qui connaît, qui sait ce qu'il vit, qui décide, bon, voilà, sous réserve que ça reste raisonnable, mais les gens sont raisonnables de façon générale, ça simplifie infiniment les choses et ça donne une espèce de bulle d'air aux organisations et ça permet de mieux vivre des choses compliquées. L'autre point sur lesquels on est vraiment revenu, c'est de garder une boussole qui est un peu le bon sens. La technique RH, elle ne doit pas se substituer à la logique métier. On fait un accompagnement renforcé de certaines situations compliquées et on est là pour trouver des solutions, parfois en étant un peu créatif, hein, comme ça a été déjà dit, parce que c'est important de construire des solutions et d'innover. Et puis, on verra, sans doute on se trompera, mais on a sans doute eu des bonnes idées au passage. Alors, vous avez tout évoqué, le caractère accélérateur des transformations de la crise. Vous parlez aussi d'innovation, Madame Gardette. Du côté du SGAR, vous avez mis en œuvre justement, à l'issue de ce retour d'expérience, une démarche que vous avez commencé à évoquer d'intelligence collective pour sortir de cette crise en repensant aussi les pratiques, la façon de collaborer entre les équipes. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? On est, s'il vous plaît, un peu rapide parce qu'on a déjà pas mal de questions. J'aimerais qu'on garde du temps pour les questions des participants. Merci. Oui, alors donc on était à ce moment-là, donc à l'issue de l'enquête de télétravail que Samira vient de détailler, nous avons enclenché des ateliers d'idéation, des ateliers créatifs sur 3 lieux en région Grand Est, à Metz, à Châlons, en Champagne et à Strasbourg, en y associant des agents volontaires. Le projet s'appelle Imaginons ensemble l'avenir des services de l'État en Grand Est. Donc, ces ateliers se sont déroulés par séquence de 3 ateliers sur chacun des lieux, donc 9 au total. Le dernier, d'ailleurs, s'est fait à distance puisqu'on est en confinement. Donc, ça s'est tenu le 2 décembre à distance, en distanciel, avec l'outil Klaxoon. Ces ateliers ont permis en fait d'écrire une version bêta d'une feuille de route qui se décline en fait en 4 axes. Et un axe transversal. Donc, l'axe transversal, c'est les services publics éco-responsables. Le premier axe s'appelle porter et partager une vision des transformations avec un projet phare qui est un pilotage de la transformation par une centrifugeuse que nous imaginons, la centrifugeuse des innovations, qui est une centrifuge qu'on va essayer de modéliser dans une version numérique, qui est une spirale qui permet de positionner des projets pour les partager, pour se les approprier et pour transformer en temps réel la maturation des idées et des projets de transformation qui sont portés à tout point de la région Grand Est. Le deuxième axe, c'est développer une organisation résiliente et agile. Donc là, nous avons un projet phare qui est d'expérimenter grandeur nature avec une direction agile et résiliente. On a à peu près identifié dans la région Grand Est, avec sans doute, enfin c'est encore secret, mais ce serait avec une direction départementale des territoires d'un département rural qui accepterait d'être expérimentateur. L'axe 3, c'est favoriser un management collaboratif et par la confiance. Donc là, on a un projet phare qui est l'élaboration d'une nouvelle doctrine du management portée par des pionniers, donc les fameux cadres intermédiaires, pour lesquels on a toute une projection de parcours que Samira va vous détailler après. Et l'axe 4, c'est les périmètres de mission cohérents avec les attentes des usagers, avec un projet phare qui est la qualité des services numériques aux usagers,
où il faut que nous nous posions la question. Évidemment, on vise de plus en plus des services publics 100% Internet, mais voilà, nous avons des populations qui ont besoin d'être accompagnées. Voilà, toutes les procédures sont téléchargeables, mais ce n'est pas accessible à tous. Je repasse la parole à Samira pour le volet cadre intermédiaire qui, vous l'avez compris, est un focus important dans notre démarche. Absolument. C'est pourquoi dans l'axe 3 qui vient d'être donné par Sylvie Superman, eh bien, nous sommes en train de travailler un projet d'accompagnement des managers intermédiaires dans le cadre d'un parcours qui a pour ambition de développer un mode de management holistique et humaniste selon le modèle du management agile, fondé sur la transparence, la communication et faciliter la prise de décision et l'action. L'idée étant de créer un parcours autour d'outils que l'on connaît déjà, comme le développement, le coaching, mais pas que. Et l'objectif étant de produire également, ou plutôt de coproduire avec les managers intermédiaires concernés, des outils qui leur sont adaptés et surtout transposables à l'ensemble des autres services de l'État, mais pas que, parce que notre ambition est d'intégrer également les deux autres versants de la fonction publique qui sont également confrontés aux mêmes problématiques que nous dans la région. Voilà, donc nous allons répondre à un appel à projet de la DGAFP pour pouvoir mettre en place cette action. Sur le fonds d'innovation RH que citait Madame la ministre et Madame Collin. Alors justement, en matière d'innovation, pour permettre à l'intelligence collective de porter ses fruits, il faut, c'est un peu qu'on a échangé avec Madame Simpara en amont, il faut permettre à chacun de pouvoir s'exprimer, de se sentir accepté dans sa diversité, dans sa singularité. Et Madame Simpara, comment est-ce que vous adressez cet enjeu en termes d'accompagnement des managers, notamment pour permettre à chacun de se sentir voilà, accepté dans sa singularité et apporter justement la diversité à la transformation? Alors oui, c'est un sujet qui n'est pas simple en fait pour les managers qui accueillent la diversité. On part du principe que la diversité, c'est d'être autre chose qu'un label. On se dit, moi je suis diverse dans mon recrutement, j'ai pris quelqu'un de différent. Mais ça va au moment du recrutement, mais c'est un accompagnement tout au long de l'intégration professionnelle, que ce soit dans les méthodologies de faire ou au sein du collectif et de l'équipe. Et on part du principe que la diversité amène des choses nouvelles, des manières de faire et une vision qui est différente. Et pour ça, il faut la laisser s'exprimer. Et il faut avoir un peu de recul sur nos propres pratiques. Moi, j'ai toujours fonctionné comme ça, de cette méthodologie, l'administration a toujours fonctionné comme ça. Mais quand on a quelqu'un de différent qui apporte une vision, par exemple, du monde de l'entreprise, sur peut-être des échanges qui sont plus directs avec le N+1, le N+2, le N+1, ou sur une méthode de traiter un process, de réfléchir une action publique. Il faut savoir l'écouter pour permettre qu'elle se développe au sein quand même d'un cadre, d'une structure qui est propre à chaque organisation, mais tout en se disant qu'elle peut m'apporter et pas fermer directement la porte. Et pour ça, pour le manager, c'est un défi qui est assez difficile, et ça, on le conçoit, et c'est pour ça qu'il y a des formations pour ça, il y a du partage de compétences et de l'entraide, mais c'est aussi établir un dialogue et une parole. Aussi accueillir quelqu'un une personne qui est issue de la diversité au sens, je le redis, très général du terme, c'est aussi le protéger ou la protéger par rapport à un environnement où elle n'a pas l'habitude d'évaluer, et que ça peut créer des situations tendues au sein d'une équipe. Je parle par exemple, de milieu très masculin où une femme arrive dans ce milieu-là. Il y a ce principe de protection aussi, d'intégration au sens le plus large du terme. C'est pour ça qu'on travaille aussi sur tous les mécanismes en lien contre la lutte contre les discriminations.
voilà un petit peu ce à quoi on essaye d'être attentif. Pareil, moi, dans mon travail, pourtant, je m'estime jeune, j'ai moins de 35 ans. Je ne dis pas que ceux qui ont plus 35 ans ne sont pas jeunes. Je retire tout de suite ce que je viens de dire. Excusez-moi. Et je me dis, ce que je veux surtout dire, c'est que j'ai dans mes équipes arrivent de plus en plus des jeunes en service civique qui ont entre 20 et 23 ans, et dans leur manière de faire, de concevoir certaines choses, je me sens déjà déconnectée. Et ils me proposent parfois des outils dont je n'ai jamais entendu parler, une manière de toucher le public jeune femme qu'on n'arrive pas forcément à toucher dans nos politiques publiques d'égalité par des outils, par une manière de faire, par des influenceurs, bref, plein de choses différentes. Et mon travail, c'est de les accompagner à structurer leurs idées, leurs projets et, dans un cadre qu'on a fixé dans notre administration. Voilà, donc c'est plein d'enjeux, plein de défis, c'est super intéressant. Et en tant que manager, j'ai aussi la mission de rendre la fonction publique attrayante, attractive, ouverte et prête à accueillir de nouvelles idées, de nouvelles personnes et de diffuser en fait cette ouverture. Merci beaucoup et justement, hein, pour rendre la fonction publique, attractive, Madame Gardette, vous nous partagiez, la nécessité, dans cette, sortie de crise, hein, qu'on espère tous le plus rapidement possible, la nécessité d'être capable de célébrer les succès et justement les réussites, de vos équipes pendant cette période d'incertitude et de renforcer aussi la confiance, de se faire un petit peu plus confiance. Est-ce que vous pouvez nous partager ça avant qu'on en vienne, aux questions, juste après votre intervention? Alors, c'est forcément un tout petit peu compliqué de parler de succès dans un moment compliqué pour notre pays, mais en même temps, moi, je crois qu'on peut être fier de ce que l'État a fait pendant cette période, de ce que les uns et les autres on a réussi à faire. Et c'est important de se le dire et de se faire confiance et de faire confiance aux autres. Et du coup, on arrive aussi à faire des choses qu'on ne pensait pas faire. C'est-à-dire que quand on m'a demandé si c'était possible d'expérimenter de l'appui aux caisses primaires d'assurance maladie sur les plateformes de contact tracing ou à la CNAV pour suivre des personnes âgées isolées, j'ai rééchangé avec des DRH du ministère avec lesquels j'avais discuté toutes les semaines, quasi quotidiennement pendant toute la gestion de crise et qui m'ont dit mais oui, on va tenter, ça vaut la peine. Pourquoi? Parce qu'on avait réussi à passer ensemble à un moment difficile, parce qu'ils me faisaient confiance et parce que je leur faisais confiance et qu'on s'est dit allez, on va tenter, on a envie de tenter de faire quelque chose de nouveau ensemble. Donc parce qu'on a réussi à faire des choses, on est beaucoup plus capable de prendre des risques et de faire, de tenter d'autres expériences. Et vraiment, je crois qu'il faut réussir à la fois être extrêmement vigilant, vigilant vis-à-vis aussi de nos agents qui peuvent être fragiles. Il faut être attentif à détecter les signaux faibles de fragilité, d'isolement. Et en même temps, il faut aussi être capable de se dire, bah, super, on a réussi à faire des trucs parce que justement, on avait recruté un petit jeune qui nous a montré comment faire un truc qu'on n'aurait jamais imaginé qu'on pouvait faire et en utilisant tel ou tel outil, comment on a réussi à quand même faire à la fois à se transformer dans une période de grande crise et comment on a réussi à le faire tous ensemble et en ayant cette confiance. Et ça permet vraiment de se dire qu'on est prêt à affronter, je dirais pas n'importe quelle crise, certainement pas, mais en tout cas, on est prêt à continuer à innover dans l'avenir et cette confiance mutuelle, il faut maintenant l'entretenir et la continuer. Et c'est vraiment une confiance qu'on doit avoir à la fois dans notre réseau et dans nos agents et les uns avec les autres, y compris d'ailleurs en interministériel, hein, je dois le dire, à la fois vis-à-vis de la DGHP, des DRH des autres ministères on a beaucoup échangé sur nos pratiques et je pense qu'on s'est beaucoup appuyé les uns sur les autres. Et ça, le fait d'être une équipe, ça permet de faire infiniment plus de choses. Merci beaucoup. Alors, on a beaucoup de questions. Malheureusement, il ne reste que 5 minutes pour les questions, mais Célia, je te laisse poser la première question à nos intervenantes.
Effectivement, on a eu beaucoup de questions. J'en pose peut-être voilà, une question un peu provocante pour commencer et qui appelle une réponse peut-être de la part de Madame Gardette. Un participant qui se demandait si notre capacité à transformer en temps de crise n'était pas le reflet de notre incapacité à le faire en temps de paix, entre guillemets. En tout cas, on n'a pas le temps de se poser trop de questions et sans doute ça aide. Après, je suis pas sûre qu'on soit incapable de se transformer. Comme je le disais, je pense vraiment que c'est une question de représentation. C'est-à-dire que voilà, je crois qu'on est dans un monde qui change et qu'il faut qu'on change aussi nos représentations et qu'on se dise qu'on est là en tant que manager pour faire, en tant qu'encadrant, pour accompagner le changement et pas pour accompagner le statu quo. Voilà. Mais moi, je crois pas. Enfin, j'ai toujours travaillé dans des structures qui évoluaient, par certaines plus agiles que d'autres, mais quand on se regarde à un instant T, on a l'impression que le changement c'est compliqué, mais il suffit de se retourner, de regarder le chemin parcouru pour se dire qu'en fait les structures, enfin, on a tous beaucoup évolué et on vit tous sur le temps un peu long. Si on regarde sur 1 an, 2 ans, on fait tous beaucoup de choses qu'on n'avait pas fait avant. Donc je pense qu'il faut qu'on apprenne à s'aimer un peu plus aussi dans la fonction publique. J'ai travaillé au Canada et c'est une des leçons que j'ai retirées. C'est l'esprit critique français est à la fois très utile pour avancer, c'est un aiguillon, mais il ne faut pas qu'il se retourne contre nous. C'est noté. Peut-être merci beaucoup pour cette réponse et une question maintenant pour Madame Simpara. Un participant se demandait si vous utilisiez des politiques de protection des publics fragiles. Alors du coup, l'accordée, elle incite effectivement à faire en sorte que les publics les plus fragilisés soient intégrés dans la fonction publique. Si c'était ça la question, alors je crois que voilà, ça marche. Par exemple, dans le cadre de la présentation du programme Ose la fonction publique, nous avons fait un partenariat avec le Conseil départemental du Nord qui a souhaité mettre en place cette action pour les bénéficiaires de l'aide sociale à l'enfance quand ils étaient mineurs ou EVA, donc entrée dans la vie d'adulte, et ou bénéficiaires du RSA. Et donc, on a fait des entretiens individuels, on a des profils qui sont passionnants et des personnes qui savent vraiment ce que veut dire la résilience et l'incertitude. Et j'en suis persuadée, peuvent apporter énormément de choses dans la fonction publique. Mais une fois que ces personnes seront entrées dans l'administration, dans la fonction publique, dans les services publics au sens général du terme, il faudra d'une certaine manière aussi les protéger contre certaines fragilités qu'ils connaissent dans leur vie personnelle, autre. Et donc ça, c'est ce qu'on incite à faire. On n'a pas les outils encore développés, mais c'est pour ça qu'on travaille en lien avec l'administration en général et qu'on sensibilise les managers à ces questions-là. Si j'ai pu répondre à la question. Oui, merci beaucoup. Alors, il restait des questions notamment pour le SGAR, mais malheureusement, on est tenu par le temps et effectivement, on a des contraintes de timing. En tout cas, on pourra communiquer à tous les participants à l'issue de cette réunion des documents complémentaires sur les différentes initiatives qui ont pu être mises en place dans vos différentes administrations. Un très grand merci à toutes les 4 pour votre participation à cette table ronde et vos propos qui ont beaucoup été appréciés par l'ensemble des participants. Merci à vous.